amis lorrains, amis d'ailleurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain, la meilleure web radio du web, vous le savez. François-Xavier Consoli, votre serviteur, comme d'habitude, et aujourd'hui nous retournons, puisque nous y sommes déjà allés avec quelqu'un qui travaille au Visegrad Post. Il s'agissait à l'époque de Ferenc Almasi, que nous saluons, et nous allons retourner en compagnie de quelqu'un qui connaît bien ce pays, à savoir la Hongrie, avec aujourd'hui à nos micros Nicolas de Lamberterie. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, monsieur de Lamberterie, on va aujourd'hui revenir sur plein de choses, puisqu'il y aurait tellement de choses à dire sur les pays de l'Est, et en particulier la Hongrie. Et là, nous vous recevons pour un livre, en l'occurrence Viktor Orban, 12 ans au pouvoir, donc un livre que vous avez écrit à plusieurs mains, il me semble. Et donc c'est un livre qui revient sur le personnage Viktor Orban, qui vraiment fait couler toujours beaucoup d'encre, qui crée autant la polémique, qui provoque autant l'amour que la haine. Et on va essayer de développer un petit peu avec vous. Vous qui êtes donc journaliste spécialiste de l'Europe centrale, et donc vous travaillez, comme je le disais tout à l'heure, au Visegrad Post. Pour rappel, comment on pourrait qualifier de Viktor Orban ? Bon, les étiquettes, malheureusement, sont pas toujours très à droite, et en tout cas, c'est pas très fin, très subtil pour qualifier un homme dans toute sa complexité. Mais quand même, qui est Viktor Orban ? Est-ce que c'est un méchant populiste ? Est-ce que c'est un espoir pour certains, pour retrouver certaines valeurs ? Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu exagéré dans un cas comme dans un autre ? Eh bien, écoutez, peut-être que si un mot, si je ne devais en choisir qu'un seul pour décrire Viktor Orban, c'est pragmatique. Certains diraient même opportuniste. Mais dans ce cas-là, j'emploierais ce terme dans le bon sens du terme, en ce sens de quelqu'un qui étudie la situation, l'appréhende dans sa réalité, et essaye de saisir les quelques opportunités qui peuvent se présenter à lui en vertu de la situation. Populiste, pourquoi pas ? Après, le mot populiste est souvent dévoyé, donc c'est difficile de dire est-ce qu'Orban est un populiste ? S'il est populiste en ce sens qu'il s'efforcerait de répondre au moins partiellement, comme il le peut, comme il l'entend, soit aux attentes, un certain nombre d'attentes de sa population, y compris si ça peut déplaire à certaines élites plus métropolisées, plus mainstream, pour utiliser un terme de mauvais français. Oui, peut-être. Patriote, vraisemblablement, oui. Souverainiste, au moins partiellement. Puisque les conditions économiques, géographiques, historiques de la Hongrie ne lui permettent pas de disposer des conditions de la souveraineté réelle et complète. Donc c'est toujours essayer de négocier des marges de manœuvre au sein du bloc du moment. Aujourd'hui c'est le bloc occidental, hier c'était le bloc soviétique, avant-hier c'était l'Empire Habsbourg, avant-avant-hier c'était l'Empire ottoman. Donc c'est en fait essayer, un peu comme si vous avez les menottes, de quand même manœuvrer avec les menottes et les boules que vous avez au pied. Voilà, oui, Viktor Orban essaye de défendre les intérêts certes de son pouvoir, comme tout homme politique qui veut durer, mais aussi un certain nombre d'intérêts stratégiques de la Hongrie, dans la mesure où cela lui est possible. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de son action politique. Et voilà. Étant sur place, je pense quand même être un observateur, et parlant le hongrois, je pense être un observateur qui peut émettre ce jugement, et ensuite qu'on apprécie ou pas le personnage en fonction de ses convictions personnelles, on peut quand même observer qu'il a essayé de défendre les billes de la Hongrie, et que, au moins jusqu'à la crise du Covid, il avait remis sur pied les finances publiques, amélioré en partie la situation du pays. Ensuite, il y a évidemment des éléments qui lui échappent. Un seul chiffre qui, à mon avis, est parlant, sur 100% de l'industrie présente en Hongrie, et je souligne industrie présente en Hongrie, et je n'utilise pas le terme industrie hongroise, 27% c'est de l'industrie automobile allemande. Ça n'inclut même pas le reste de l'industrie allemande non automobile présente en Hongrie. Donc forcément, quand vous êtes
l'atelier de l'Allemagne, quand vous êtes soumis aux injonctions et aux intérêts géopolitiques de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique, vous avez une marge de manœuvre forcément limitée. Mais voilà, il me donne le sentiment d'essayer de faire ce qu'il peut pour augmenter les marges de manœuvre modestes de son pays. C'est un peu comme un joueur de poker, il a une paire de 2 face à des gens qui ont des carrés d'as, et grâce à son talent, grâce à son opportunisme, il arrive malgré tout à se faire entendre et à jouer des coudes sur la scène européenne. Alors justement, vous employez le mot de pragmatisme, c'est intéressant puisque aujourd'hui, beaucoup de nos politiques, notamment, je parle pour l'Europe de l'Ouest, sont confinés dans les grandes idées, dans une certaine forme de bien-pensance, comme disent certains, mais en tout cas, ont des grands principes. Ils parlent de grands principes, de grandes valeurs. Là, dès lors où on est pragmatique, bon an, mal an, heureusement ou malheureusement, ça dépendra, mais on est obligé de mettre les valeurs un petit peu de côté parce que précisément, on doit défendre son précaré. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que si je comprends bien, la Hongrie, à cheval sur plein de choses, et puis surtout ce petit point central en plein milieu d'une Europe quand même assez vaste, est obligé de faire avec ce qu'elle a, autrement dit pas grand-chose. Oui, c'est-à-dire que la Hongrie telle que nous la connaissons aujourd'hui est le produit du traité de Trianon 1920, et donc le produit des différents traités, et pas uniquement de Versailles, qui ont régi l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale. Et autrefois, elle était beaucoup plus vaste, puisque la Hongrie a eu le triste exploit de perdre plus de territoire en une guerre mondiale que l'Allemagne en deux. Et donc il reste en gros essentiellement la plaine pannonienne et le bassin des Carpates, voilà, c'est la Slovaquie au nord, la Transylvanie à l'est et le Banat au sud lui ont été retirés. Il s'y trouve toujours d'ailleurs des populations ethniquement hongroises, mais il y avait aussi évidemment d'autres populations, des Roumains, etc. Enfin, bref, ça a été... les découpages ont été un peu hasardeux, ont été le fruit aussi d'intérêts géostratégiques et pas seulement de respect des intérêts des populations. Donc quand de toute façon vous n'avez plus que la plaine pannonienne comme territoire, que vous n'avez pas d'accès à la mer, voilà, vous dépendez du bon vouloir de vos voisins, vous dépendez aussi des pipelines et gazoducs qui traversent votre pays, et donc vous faites avec ce que vous pouvez. Et donc, voilà, y compris d'ailleurs par exemple sur les questions énergétiques. Comment dire, les Hongrois ne sont pas forcément des adorateurs de Poutine ou de la Russie, ils s'en fichent un peu en fait, ils veulent juste éviter éventuellement de se fâcher avec leurs grands voisins parce qu'ils ont des mauvais souvenirs historiques de ce à quoi peuvent conduire des fâcheries avec la Russie. Mais en attendant, si demain vous coupez le gaz russe, eh bien, la plupart des logements hongrois n'auront plus de chauffage, n'auront plus d'eau chaude, et donc, bon, les Hongrois ne sont pas encore tout à fait disposés, même si on essaye de faire pression sur eux, à payer leur énergie 5 fois plus cher, parce qu'ils sont déjà pas très riches. Les Français se sont certes bien appauvris ces dernières années. L'éloignement avec la France ne m'a pas empêché de percevoir cette réalité, mais les Hongrois sont encore un peu plus pauvres que les Français, donc comment dire, payer leur énergie 3 fois plus cher n'est pas un projet qui leur semble extrêmement intéressant au nom des valeurs de je sais pas quoi, d'autant que bon, finalement, si demain on n'obtient plus notre énergie, notre gasoil, notre gaz en Russie, on va aller le chercher où, en Azerbaïdjan, Monsieur Aliyev est sans doute un dirigeant respectable, mais c'est pas non plus connu pour être un grand démocrate. On va chercher chez les Saouds, un grand démocrate devant l'éternel, ou alors, bon, c'est parfois des illusions françaises en Algérie, mais sauf que l'Algérie va pas fournir en gaz toute l'Europe, donc de toute façon, il y a des domaines dans lesquels la diplomatie des valeurs est une arnaque, et au demeurant, entre nous, là, il y aura la Coupe du Monde au Qatar, de football, j'entends. Combien de centaines d'ouvriers indiens ou pakistanais ou de je ne sais quelle origine sont morts dans des conditions déplorables de travail. Alors là, il n'y a pas de problème. Bon, je veux dire, l'Occident a aussi cette spécialité de mettre les valeurs là où ça l'arrange et de ne pas regarder là où ça l'arrange pas. Donc la diplomatie des valeurs, y compris en Occident, est assez pragmatique et répond peut-être à des logiques qui ne correspondent pas aux intérêts nationaux, mais qui en tout cas sait aussi faire la part des choses quand ça l'arrange.
Et quand on est un pays de puissance moyenne comme la Hongrie, 10 millions d'habitants, etc., on ne peut pas se payer le luxe de provoquer des voisins puissants ou de se couper d'opportunités permettant d'assurer la survie à minima de la population et les intérêts stratégiques de l'État. En tout cas, Orban, lui, n'a pas encore eu envie de céder à ce genre de folie. Et voilà, et en fait, on le critique beaucoup sur les questions de migrants, de valeurs, de mariage homosexuel, etc. Mais il y a aussi d'autres réalités qui sont moins mises en avant, même si elles ne sont pas non plus totalement cachées, mais elles sont moins mises en avant à l'opinion publique plus générale. La vraie raison, à mon avis, pour laquelle il s'est fait taper sur les doigts dès 2011, quand il a mis en place une nouvelle constitution, c'était sa volonté d'avoir au moins partiellement la main sur la Banque centrale. Et là, on lui a dit non. Et le pays a subi une attaque boursière, violente. Pas sur le mariage homosexuel, sur le contrôle de la Banque centrale. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de faux-semblants avec lesquels Orban sait jouer. Attention, il sait aussi se rendre sympathique à une certaine audience, entre guillemets, conservatrice ou identitaire, ou que sais-je, en Occident, y compris pour se gonfler d'importance et générer d'autres marges de manœuvre dans des négociations et des discussions plus discrètes sur la PAC, sur les fonds européens, sur ceci, sur cela. Il n'a pas le choix que d'être un joueur fin dans les relations extérieures, parce que son poids ne lui permet pas... Orban lui-même a dit nous ne pouvons pas nous permettre... Les erreurs coûtent plus cher quand vous êtes petit. Voilà, si vous êtes un gros costaud et que vous bousculez de façon désagréable quelqu'un dans un bar, ça se passera peut-être bien. Si vous êtes un petit maigrichon, ça se passera peut-être moins bien. Et donc Orban, son pays, qui n'est pas à la hauteur du personnage politique qu'il est devenu, mais c'est quand même son pays. Et a priori, il n'a pas prévu de changer de pays. C'est pas comme Sarkozy qui considérait que la France était trop petite pour lui, qu'il se serait vu président des États-Unis. Bien Orban sait jouer dans sa catégorie. Quand il va en Chine, il n'hésite pas à dire, ben voilà, il faut qu'on sache tirer les opportunités. Nous sommes une grande nation, mais un petit pays d'une certaine façon. Et quand vous êtes un petit pays, les erreurs coûtent plus cher. Mmh. Alors précisément, vous qui avez, on va dire, un pied ici en France et un pied là-bas en Hongrie, oui. Est-ce que vous notez un écart de plus en plus grand, de plus en plus marqué? On va parler de ce qui se passe en Ukraine bien sûr, mais avant j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus. Un écart de plus en plus grand entre l'Est et l'Ouest, à savoir de plus en plus on a cette impression, notamment en France, que le rideau de fer, en tout cas d'un point de vue idéologique, se reforme, se remonte, et que il y a les pays de l'Ouest contre progressivement les pays de l'Est, même si évidemment tout ça, il faudrait y apporter 25 millions de nuances, mais est-ce que ce mur, en tout cas idéologique, se refait? Oui et non. Oui et non, parce que j'habite à Budapest, donc, ville passée aux mains des libéraux, libéraux au sens anglo-saxon du terme. Donc j'observe aussi de merveilleux spécimens woke dans les quartiers plutôt centraux de Budapest où je réside. Oui, disons que je dirais que c'est moins pénible de vivre, par certains aspects, la vie en Hongrie est bien moins pénible qu'en France, en ce sens, mais combien de temps ça durera, je ne saurais le dire. Je ne veux pas être spécialement pessimiste et inviter nos auditeurs à déprimer en m'écoutant, mais je ne sais pas si ça va durer éternellement. Néanmoins, c'est vrai qu'il n'y a pas cette ambiance lourde qu'on voit en France, avec des débats à la con sur l'égalité homme-femme. Alors, je veux choquer personne, mais je veux dire, où on montre du doigt les hommes, en particulier si ils sont blancs et hétérosexuels, alors là c'est vraiment la fin du monde, où on vous explique du matin au soir que vous êtes une part du problème, que vous êtes coupable de tout, etc. On est un peu moins emmerdé en Hongrie par ce genre de choses. Bien sûr, il y a des Hongrois de tendance libérale, woke, qui poussent pour qu'on rejoigne le modèle occidental. Enfin, en tout cas,
la mentalité, puisqu'on fait partie du bloc occidental en Hongrie, mais c'est vrai que au quotidien, c'est un peu moins oppressant. Je dirais, il n'y a pas cet environnement qui vous tape un peu sur la tête quand vous aspirez simplement à être une personne un peu normale, c'est vrai que c'est moins oppressant. De là à dire qu'il y a un rideau de fer, peut-être pas déconner, ça peut basculer très vite. Alors c'est vrai qu'Orban, à chaque fois on se dit il va avoir des difficultés, puis il est réélu brillamment, jusqu'à maintenant, en tout cas en avril, je pensais que les élections seraient très serrées entre Orban et son opposition unie, avec une unité extraordinaire de partis de gauche libérale et d'un parti anciennement nationaliste radical, très dur, qui s'appelle toujours le Jobbik. Parfois les Français l'appellent le Jobbik. Et donc je me disais ça va être serré. Et puis finalement la piètre qualité des opposants d'Orban a fait qu'Orban est repassé très haut la main. Donc voilà, mais ensuite même si Orban perdait, finalement, voilà, on n'a pas 50 années de 30 glorieux de croissance, de wokisme, d'immigration de masse, de passé colonial. En Hongrie aussi, ça a une certaine importance, pas exclusive, mais c'est pas non plus négligeable. Donc voilà, de là à dire qu'il y a un rideau de fer qui va se reformer, non, j'y crois pas trop. Tout simplement, parce que je vous parlais tout à l'heure des chiffres de l'industrie allemande présente en Hongrie, les Hongrois ou les Polonais ne disposent pas des moyens de s'extraire de la domination occidentale. Ils sont dans une situation économiquement, c'est comme si je vous enlève votre rein, puis à la place, je vous mets un appareil qui va remplacer la fonction de votre rein que je vous ai enlevé. Là, si je débranche, vous mourrez. Là, c'est un peu ça la soumission économique à l'Occident, au monde occidental, au capital occidental. Et donc, ces pays-là n'ont pas les moyens demain de se couper du reste. C'est pas possible. Ils ont été mis en situation de dépendance qui les empêcherait tout simplement de trancher les liens qu'ils ont avec l'Occident. Parfois, ce qu'ils essayent, c'est notamment le cas d'Orban, c'est de diversifier les investissements étrangers. Il essaye de susciter des investissements russes. Bon là, la prochaine fois, ça va être compliqué, mais aussi chinois, turcs ou du monde turc. La Hongrie fait partie du Conseil des nations turciques, dans lequel vous retrouvez le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Puisqu'il y a de lointaines origines communes avec les peuples turcs. Bon, après, est-ce que c'est très sincère, est-ce que c'est pris au sérieux, ou est-ce que c'est une opportunité de diversifier les choses, ça, je laisserai chacun se faire son avis, mais voilà, un rideau de fer, j'y crois pas. Orban le disait lui-même, il ne pourra pas tenir 1000 ans à être tout seul, à gueuler en disant il faut arrêter certaines folies du monde occidental, si à un moment donné il n'y a pas d'autres qui prennent le relais. Et en attendant, son rôle c'est d'être un peu un poil à gratter, mais il ne dispose pas des moyens de couper, de trancher radicalement avec l'Occident. Peut-être que parfois il se dirait que ce serait mieux, mais comme c'est impossible, je pense que ce qui est impossible comment dire, les rêveries ne le préoccupent pas beaucoup, il a déjà beaucoup à faire à gérer son pays. Donc c'est pas à l'ordre du jour. Et à propos, de ça il faut quand même en parler, à propos de la guerre en Ukraine, comment est-ce que c'est perçu en Hongrie? Parce que vous disiez que justement la Hongrie avec quand même de souvenirs assez vivaces, hein, c'est quand même assez récent, hein, tout ça, donc comment la Hongrie voit ce qui se passe en Ukraine? Là récemment la Bulgarie a quand même renvoyé je crois plus de 70 ambassadeurs russes, et ce qui était totalement nouveau pour ce pays. Donc comment la Hongrie voit les choses, et est-ce que justement Orban a une marge de manœuvre? Alors, oui, bon, la Bulgarie, ça ne m'étonne pas, parmi les nations slaves, ils ont, sans méchanceté pour les Bulgares, hein, qu'on s'entende bien, mais ils ont souvent eu l'habitude de mettre des petits coups de coude à leurs grands frères russes, donc rien ne me surprend dans l'information que je découvre avec vous, là. Les Hongrois, leur point de vue, c'est pas notre guerre qui se démerde, pour le dire un peu vulgairement. Les Hongrois sont pas fans des Russes, ils n'ont pas que des bons souvenirs historiques, mais ils estiment que c'est pas leur guerre, que leur intérêt stratégique, c'est de pas s'en mêler. Ils n'ont pas non plus un grand amour pour les Ukrainiens qui ont hérité, un peu par les hasards de l'histoire, hein, d'un bout de territoire autrefois hongrois, où il y a des populations, une toute petite minorité hongroise maintenant très résiduelle du fait de la guerre.
puisque lorsque l'Ukraine, post-Maïdan, le pouvoir qui a suivi le putsch du Maïdan, a interdit supprimé le statut de colangue officielle, voilà, ça ne concernait pas que la langue russe dans l'est de l'Ukraine. Bientôt, on va dire de feu l'Ukraine, je pense. Je pense que l'Ukraine telle qu'on la connaît ne reviendra jamais. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Mais ça a concerné aussi la langue hongroise en Transcarpathie, les quelques minorités roumaines ou polonaises ou bulgares, qui ne sont pas très nombreuses. Mais les Hongrois l'ont très mal pris, parce que les minorités hongroises dans les pays voisins disposent, c'est pas du tout comme en France où il y a une seule langue, point final, disposent de leurs propres écoles. Donc les Hongrois de Roumanie vont à l'école hongroise. Alors, plutôt à l'école magyarophone, plus exactement, donc de langue hongroise, où on apprend aussi le roumain, bien évidemment, mais ils disposent jusqu'au baccalauréat, voire même parfois certaines universités. Et donc, les Hongrois d'Ukraine bénéficiaient des mêmes possibilités. Et puis, les nouvelles lois prises par le pouvoir post-Maïdan, ont fait que le statut du Hongrois a été supprimé pour les écoles, ou alors fortement réduit. Du jour au lendemain, ou l'espace de quelques années, ils ont dû passer le bac en ukrainien, alors que ils ne maîtrisent pas forcément bien cette langue, ce qui est peut-être un tort. Hein. C'est vrai que les Hongrois vivent un peu fermés sur eux-mêmes, sur leur langue qui est très particulière, qui est un isolat linguistique. Et tout ceci conduit au fait que les Hongrois n'ont pas forcément une grande empathie pour les Ukrainiens, quoi. Non, alors bien sûr, ils ont accueilli des réfugiés, et comme l'avait rappelé le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères hongrois, à des médias ukrainiens un peu hystériques. C'est d'ailleurs cette histoire de conflit sur la loi linguistique a fait que la Hongrie c'est un plus symbolique qu'autre chose entre nous, mis son veto régulièrement sur les rencontres OTAN-Ukraine. Ce qui n'a pas empêché l'OTAN, ou certains pays de l'OTAN, de donner des armes à l'Ukraine. Mais Péter Szijjártó rappelait quelque chose que le pouvoir hongrois ne met pas toujours en avant, mais qui est pourtant tout à fait vrai. C'est cette petite duplicité à hongroise. Certes, les Hongrois n'ont pas voulu se fâcher avec les Russes, mais ils ont accueilli beaucoup de soldats ukrainiens blessés depuis 2014, les conflits... Oui, ça n'a pas commencé en 2022, tout ça. Voilà, donc ils ont accueilli régulièrement des soldats ukrainiens blessés, des enfants de ces familles, de soldats ukrainiens morts ou blessés, pour leur offrir des vacances au lac Balaton, luxe que pas tous les Hongrois ne peuvent se payer. Donc ils ont joué leur rôle, parce que leur situation géopolitique les y oblige, puisqu'ils sont maintenant soumis au bloc occidental, mais... donc il n'y a pas d'opposition frontale avec l'Occident, mais ils ont donné le coup de main à l'Ukraine, mais plutôt en mode, on va donner le coup de main à l'Ukraine qu'on doit, mais sans trop fâcher les Russes, parce qu'on est dépendant d'eux pour notre gaz, notre pétrole, et le fonctionnement de notre centrale nucléaire, qui est sous technologie russe. Donc ils essayent toujours de garder cet équilibre, et les Hongrois, avec des moyens modestes, aucune aide de Bruxelles, d'ailleurs je le précise, ont accueilli avec beaucoup d'humanité les réfugiés de guerre venant d'Ukraine. Voilà. Et d'ailleurs, ça leur a permis de rappeler qu'il y avait une distinction entre un Ukrainien qui vient d'Ukraine, c'est-à-dire d'un pays présentement en guerre et qui se présente au poste frontière du pays voisin, pour dire je voudrais me sauver de mon pays qui est en guerre, et d'un Afghan qui a traversé 10 ou 12 frontières avant d'arriver en Hongrie, et en disant laissez-moi entrer parce que j'estime que j'en ai le droit, alors que les migrants en 2015 venaient essentiellement de la Serbie, pays qui n'était pas en guerre. Et donc non, les Hongrois ont accueilli avec beaucoup d'humanité les Ukrainiens, mais avec aussi des moyens modestes et pas un rond de Bruxelles. Moi j'étais à la frontière, j'ai vu des élus locaux se démener comme ils le pouvaient pour faire face à des afflux très importants de plusieurs milliers de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, puisque les hommes n'ont pas le droit de quitter le territoire ukrainien, pour leur offrir, leur faire quelques papiers, leur offrir en urgence un logis, de la nourriture, etc. Donc les Hongrois sont sensibles au malheur de leurs voisins, mais ils ne veulent pas se mêler de leur guerre, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que la petite Hongrie, c'est pas elle qui va aller changer le cours de la guerre, et elle ne veut pas en subir les frais, parce qu'elle estime que ce n'est pas son conflit. Alors, ça sera ma dernière question. Alors, c'est deux questions en une, donc c'est un exercice de synthèse. Beaucoup de gens en France
estiment ou ont estimé, ils ont peut-être changé d'avis, mais en tout cas estiment encore que la Hongrie est une forme d'espoir, etc., un refuge vers lequel on peut aller, etc., pour retrouver justement certaines valeurs, une certaine tranquillité, une certaine aisance de vie, si on peut dire ça. Que pensez-vous de ça? Est-ce que la Hongrie est un refuge pour certains, et en même temps, pour reprendre l'expression de certains, quel est l'intérêt de la France vis-à-vis de la Hongrie? Quels sont les liens possibles demain? Est-ce que la France a un intérêt à se diriger vers la Hongrie, que ce soit d'un point de vue culturel, économique, je ne sais pas, et inversement? Les intérêts sont limités. Les intérêts sont limités parce que c'est essentiellement comme une zone qui est depuis 5 siècles entre le triangle germanique, slave et turc. Que la France n'a jamais saisi les opportunités qu'elle aurait pu d'avoir. Il y a eu des liens entre des Hongrois et des Français, la France et la Hongrie bien sûr, mais les opportunités n'ont jamais été saisies. Le traité de Trianon, les Hongrois s'en souviennent aujourd'hui encore comme ayant une causalité française très forte. Mais l'insurrection du prince Rákóczi entre 1703 et 1711 contre les Habsbourg, le prince Rákóczi qui a écrit ses mémoires en français, il faut le savoir, a cherché désespérément à avoir l'appui de la France, il ne l'a jamais eu. Donc voilà, et à l'heure contemporaine, les interactions sont limitées, la France est encore perçue comme ayant... C'est encore une étoile qui brille. C'est-à-dire la France, ça évoque encore pas mal de choses pour les Hongrois, mais la francophilie est limitée, la francophonie l'est aussi. C'est pas très courant de rencontrer des Hongrois qui parlent bien le français, parce qu'ils y auraient fait des études ou autres. Parce que la France et les dirigeants français n'ont peut-être pas voulu ou su ou eu la possibilité d'y implanter leurs entreprises ou de développer des liens. Donc je pense... Après, oui, sur le papier, potentiellement, oui, Macron a essayé. D'ailleurs, récemment, il a rencontré il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand, je m'en pardonnerai, les dirigeants du pays de Vichy, des pays du groupe de Visegrad, donc Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, pour essayer de faire un peu un contrepoids, pour discuter avec eux un peu en contrepoids avec l'hégémonie allemande. D'ailleurs, je me souviens très bien d'un secrétaire d'État hongrois, Balázs Orbán, qui n'a pas de lien de parenté avec Viktor Orbán, qui avait dit dans une conférence publique, donc je vais traduire ses propos, le Brexit nous met dans la merde. Je traduis mot à mot ce qu'il a dit, et c'était public. Sous-entendu, maintenant on se retrouve tout seul face aux Allemands. Parce que les Anglais faisaient contrepoids, maintenant les Anglais a pu. Ils sont plus là, ils sont partis. Et oui, la France pourrait peut-être, je ne sais pas, un jour faire un peu ce contrepoids, mais pour aujourd'hui, l'intérêt, dans les prochaines années, ça me paraît improbable. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet qui est l'objet, je crois, parfois de beaucoup de fantasmes. Je vais partir à l'Est, patati, patata. Ce n'est certes pas impossible, mais c'est dur. Il faut apprendre la langue. Parce que si vous n'apprenez pas la langue, vous serez toujours un expatrié, juste un expatrié. Un paumé d'univers. Voilà, je veux dire, ce sont des pays... Certes, alors je sais qu'il y a quelques années, Orbán avait dit, un beau jour, il y aura des vrais réfugiés chez nous, des gens de l'Ouest qui fuient l'islamisation, ou je sais pas quelle connerie. Bon, soit, c'est bien gentil, mais enfin, ça restait plus un coup de com' qu'un truc sérieux. Les Hongrois sont ce que j'appellerais des xénophobes passifs. Ils sont pas méchants, ils sont rarement agressifs, ils sont plutôt à fuir le conflit. Ça, c'est leur histoire qui leur a enseigné cela. Mais ils sont assez indifférents. En tout cas, je le dis clairement, si jamais il y avait des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « je rêve de partir en Hongrie et je vais être accueilli avec un tapis rouge », il n'y aura aucun tapis rouge. Ce sera à vous de vous démerder comme un grand garçon. Donc si vous êtes un cassos qui vit du RSA et que vous êtes infoutu de faire quoi que ce soit dans votre vie, n'attendez rien de la Hongrie, restez plutôt en France. Si vous voulez voyager, faire des aventures et pourquoi pas vous installer dans ce pays ou dans un autre, c'est tout à fait possible, mais vous allez devoir vous retrousser les manches parce que vous serez confronté à un pays qui est moins riche, moins fonctionnel, encore que la dégradation du fonctionnement institutionnel et administratif de la France ces dernières années m'a beaucoup choqué. Du coup, l'Est et l'Ouest se rapprochent, mais parce que l'Ouest décline en direction des mauvais standards de l'Est. Mais en tout cas, c'est pas évident de s'expatrier. Ça reste un grand challenge. Oui, c'est possible.
mais vous devez y penser à plusieurs fois. Vous devez être solide dans votre tête, et en tout cas, c'est pas sur un coup de désespoir que ça ne vous apportera que des désillusions. Et si vraiment vous voulez changer de vie, voilà, nous on est en Lorraine. Pour venir à vous, je me suis un peu baladé dans les Vosges, etc. Il y a des dizaines et des centaines de villages magnifiques où vous pouvez racheter un corps de ferme, une petite maison, avoir des activités diverses et variées dans des environnements merveilleux. Voilà, si vous avez envie de partir à l'aventure à l'étranger, pourquoi pas? Mais regardez d'abord les beautés qu'il y a à quelques dizaines de kilomètres de chez vous, avant de fantasmer avec excès sur les beautés lointaines où l'herbe serait plus verte. Et bien sur ces bonnes paroles, voilà, au moins c'est dit, chers auditeurs, ne vous bercez pas trop d'illusions. Monsieur de Lamberterie, merci. Merci à vous. Alors, je rappelle, Viktor Orban, 12 ans au pouvoir, pour les auditeurs qui sont intéressés par le personnage et par la Hongrie, et ben, vous y apprendrez des tas de choses. Quant à moi, je vous dis toujours la même chose, ne l'oubliez pas, c'est très important pour nous, le petit pouce, le commentaire, le partage, etc. La vie commence toujours demain, et haut les cœurs.